Bonjour à tous et bienvenue dans Avis de recherche. On se retrouve encore dans l'exposition Luminopolis pour notre partenariat avec le Quai des Savoirs de Toulouse. Mais cette fois, je ne vais pas vous parler de lumière, je vais plutôt vous parler de son contraire, l'obscurité. La nuit était autrefois beaucoup plus sombre. De nos jours, il est fréquent et naturel de parcourir la ville de nuit avec autant d'aisance que de jour. La lumière artificielle modifie la vision de la nuit, elle crée un entre-deux. Sylvain Bertin et Sylvain Paquette sont deux chercheurs de la chaire en environnement et paysage de l'Université de Montréal. Ils ont publié ensemble « Apprendre à regarder la ville dans l'obscurité, les entre-deux du paysage urbain nocturne ». Ils ont publié ceci donc dans la revue Environnement urbain, Urban Environment. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui leur travail. Les manières d'éclairer la ville ont largement évolué. À ses débuts, l'éclairage urbain est fonctionnaliste. Il s'agit tout d'abord de sécuriser le transport routier ainsi que d'apporter plus de visibilité aux piétons. Il devient par la suite plus qualitatif, cherchant à améliorer le confort des usagers par une attention aux besoins psychobiologiques. Il s'agit de prendre en compte le sentiment de sécurité ou la pollution visuelle. L'urbanisme lumière est né à Lyon dans les années 80. Il s'agit d'une approche esthétique. Les enjeux ne sont pas seulement sécuritaires, mais aussi culturels et économiques. Des plans lumière sont mis en place pour créer des ensembles harmonisés. Avec ces courants, les fonctions de la lumière artificielle se sont diversifiées. La lumière devient un outil de communication, de valorisation du patrimoine et accompagne les événements festifs. Montréal a développé un certain nombre de plans lumière, que ce soit celui du Vieux-Montréal pour revitaliser le centre historique ou celui du quartier des spectacles pour soutenir l'industrie culturelle montréalaise. La lumière devient donc un outil de séduction employé pour son pouvoir d'attraction. Les chercheurs font remarquer que la nuit urbaine est désormais indissociable d'un réseau d'éclairage public et privé. Ces réseaux ont pris une importance qui se reflète à travers la création de métiers, d'associations et de revues dédiées à l'éclairage urbain. Mais depuis quelques années, de plus en plus d'études sur l'éclairage urbain évoquent les effets de la lumière sur le rythme biologique, les troubles du sommeil, les désordres affectifs saisonniers et les effets psychologiques. L'augmentation de la pollution lumineuse est un autre facteur de tension entre ceux qui se représentent la nuit comme une frontière et ceux qui la voient davantage comme un espace à préserver. C'est une préoccupation des astronomes depuis les années 80, quand la lumière urbaine a commencé à les empêcher de voir les étoiles. Cet éclairage perturbe également les cycles naturels de vie et de migration de la biodiversité. À travers ces constats, Sylvain Bertin et Sylvain Paquette souhaitent questionner la nuit et ses représentations afin de remettre en perspective l'action d'éclairer la nuit. Les chercheurs expliquent que la question du paysage nocturne pousse justement à réinterroger cette notion du regard. La nuit ne se laisse pas regarder. L'éclairage électrique modifie profondément le paysage nocturne en lui retirant sa principale caractéristique. Pourtant, la nuit est au centre des tensions. Entre d'un côté l'aspect poétique de la nuit qui permet de régénérer la vie et qui est le temps du repos, et de l'autre la volonté de clarté et de rationalité qui pousse à abolir la nuit. Nuit et jour sont souvent considérés comme opposés. La nuit dans la religion judéo-chrétienne renvoie aux ténèbres. La science a souvent entendu la nuit comme contraire à la vérité par l'aveuglement qu'elle génère. Nuit et jour forment un couple où l'un tente toujours de dominer l'autre. La nuit apparaît donc comme une négation du jour et le jour comme fini. Ses traits et ses contours sont délimités. Les chercheurs expliquent que pour déconstruire le paradigme jour-nuit, il faut comprendre que la nuit n'a pas été pensée par elle-même, mais en opposition au jour. Or, celui-ci est considéré a priori et n'a pas forcément été pensé en lui-même non plus. Cette opposition jour-nuit ne relève pas uniquement d'une différence de visibilité, c'est aussi la valorisation de certains comportements, notamment à travers l'opposition normalité-déviance qui renforce et soutient un système de valeurs établi pour maintenir un ordre social. Dans un contexte urbain où les rythmes de vie ont changé, où la nuit obscure disparaît au profit d'une nuit de lumière électrique, on change également le sens de la nuit. La nuit ne se définit plus nécessairement par son obscurité et sa dormance. Et la lumière change les usages de l'espace urbain. Les chercheurs s'intéressent également aux peurs nocturnes. Celles-ci ne naissent pas uniquement des dangers extérieurs, mais aussi intérieurs à travers les représentations socio-culturelles. L'obscurité ne permet plus de voir le danger arriver. Elle développe un sentiment de vulnérabilité. Ceci est alimenté par des représentations de créatures fantastiques, que ce soit les loups-garous, les sorcières ou des créatures de l'invisible. Au Moyen-Âge, il faut chasser la nuit comme on chasse le démon. Il faut scruter et veiller sur les habitants démunis. La nuit se vit retranchée sur l'intérieur.
Dans les rues, les torches permettent de voir, mais aussi de rendre visible le pouvoir de l'ordre. La violence de certains quartiers, la criminalité, les différents réseaux parallèles créent une atmosphère inquiétante et donnent l'impression que ce qui était caché le jour ressort davantage une fois la nuit venue. De manière générale, le sentiment d'insécurité persiste aujourd'hui à travers la peur de marcher seul la nuit, la peur du crime ou la diminution des espaces perçus comme accessibles. L'usage sécuritaire de l'éclairage est en quelque sorte une réponse à ces peurs réelles ou imaginaires. La ville éclairée est une ville de raison, luttant contre l'insécurité et la peur. On retrouve ce rapport sécuritaire aux États-Unis comme en Europe, où l'éclairage artificiel se substitue au pouvoir policier, une vision qui persiste encore aujourd'hui à travers les discours des politiques sécuritaires. Au cours du 19e et 20e siècle, la lumière est employée pour mettre en valeur les attributs positifs de la ville. C'est par exemple donc la mise en valeur des commerces avec les apparitions des enseignes lumineuses. Depuis les années 1980, l'urbanisme lumière redéfinit les contours de la ville. Il met en valeur son patrimoine et ses monuments. Dans un contexte compétitif et de développement du marketing urbain, l'éclairage est de plus en plus employé à des fins commerciales, politiques, récréo-touristique ou événementiel. Si d'un côté la lumière met en scène des interprétations issues d'imaginaire, d'un autre la pollution lumineuse ne permet plus la rêverie que suscitait l'observation des étoiles. La multiplication des sources, des fonctions et des usages de cette lumière électrique mène peu à peu à une augmentation du bruit de fond visuel. En chassant l'obscurité, on fait aussi disparaître les valeurs associées à la nuit. Les étoiles sont remplacées par les ampoules. La lumière électrique impose ainsi un changement dans l'expression des paysages urbains. La multiplication des signes visuels entraîne une perdition du regard qui ne sait plus où se poser. Ce monde bariolé devient avec tous ces néons la signature visuelle de villes comme New York et Las Vegas, des villes qui portent la marque de sociétés d'amusement et de divertissement. La nuit est ancrée dans des paradoxes, mais cette vision contrastée fonctionne dans des jeux d'opposition. Elle a déjà entraîné une réduction de la nuit à n'être considérée que comme l'opposé du jour, et les oppositions activité-inactivité, normal, déviant, visible-invisible, réel-irréel, rationnel-irrationnel semblent avoir contribué à écarter la nuit. L'éclairage forme ainsi un pont entre deux mondes d'un geste mécanique. On passe successivement d'un univers de ténèbres à un univers de lumière. Mais l'usage exponentiel de la lumière artificielle tend à brouiller les repères. Nous ne sommes ni le jour ni la nuit, nous sommes dans un paysage entre deux. L'expérience de la ville se fait dans cette diversité de paysages, ni diurnes ni nocturnes, mais artificiels. Les recherches en éclairage, souvent tournées vers les aspects pratiques, évitent de questionner le véritable rapport sensible à l'espace. L'accoutumance à l'éclairage et la mise en place de discours sécuritaires renforcent la relation d'opposition avec la nuit. Pourtant, l'obscurité donne aussi la possibilité d'inventer de nouveaux paysages et de revisiter les qualités visuelles du paysage urbain. Mais par l'aménagement de parcours visuels, l'éclaireur cadre et contrôle l'environnement du citadin. La ville nocturne est théâtralisée. Pour conclure, les chercheurs expliquent que la ville fonctionne sans arrêt et que devant la multiplication des interventions en éclairage, l'émergence d'approches esthétiques et l'accroissement de la pollution lumineuse, il devient essentiel de se préoccuper d'une véritable connaissance du contexte nocturne et de la qualité des interventions en éclairage. L'obscurité n'a pas uniquement à être subie, elle peut aussi être une alternative à un mode de vie réglé et normé par la société. Pour Sylvain Bertin et Sylvain Paquette, il est urgent de comprendre les impacts de la lumière sur le paysage. Il faut questionner les pratiques de l'éclairage, interroger les modes de vie, offrir des outils de réflexion à l'échelle de la ville afin d'améliorer la qualité des cadres de vie, au-delà des besoins sécuritaires, économiques, marketing et politiques. Il s'agit, selon eux, de penser l'entre-deux créé par l'éclairage nocturne, de dépasser les représentations binaires qui limitent potentiellement les pratiques de l'aménagement. Entre lumière et obscurité, les dégradés de la nuit urbaine sont une invitation à revoir notre manière de la penser. Ce n'est pas parce qu'il fait noir qu'il n'y a rien à voir. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, je vous parlerai de propositions de solutions pour limiter la pollution lumineuse. C'est la fin de cette vidéo. Si cet article vous a plu, n'hésitez pas à le consulter. Le lien est en description. Il est bien sûr bien plus détaillé que ce que je viens de vous exposer. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au lien qui se trouve aussi en description. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos pour l'exposition du Quai des Savoirs Luminopolis. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel avis de recherche.